bienvenue à nouveau dans cette journée Future of Agile. Et pour cette deuxième table ronde autour de l'outillage cette fois. Donc le contraste entre l'agilité et l'outillage et comment, en opposition avec le premier principe de l'agilité, est-ce que l'outillage va sauver l'agilité. Donc pour ça, j'ai une table ronde d'experts et de références, on va dire, métiers. Donc on va commencer à ma gauche, Sarah Mjidou. Vous êtes directrice de transformation numérique chez Evanway Cambridge, une entreprise canadienne dans l'investissement qui gère plus de 80 milliards d'euros d'actifs. Vous avez 17 ans d'expérience en technologie et vous êtes actuellement en charge de la pratique agile ainsi que le déploiement des outils notamment l'IA et l'IA générative. De l'autre côté de la table ronde, j'ai Olivier Jeannot. Vous êtes leader agile chez Eviden, société du groupe Atos. En interne, vous gérez le centre agile et le centre d'excellence agile, dans notamment le lancement des communautés de pratique, dans la dernière qui s'occupe également de l'IA générative. Et en client, vous avez 15 ans d'expérience dans la transformation et les projets agiles. Alexis Gache, vous êtes directeur vente et compte stratégique Europe pour Atlassian. Atlassian qu'on a déjà présenté auparavant, mais qui développe des logiciels spécialisés dans la collaboration. À titre d'information, ce trimestre, vous avez fait 300 000 clients sur votre périmètre. Et votre rôle, vous le résumez comme aider les clients dans le cadre de leur mutation et aller vers un modèle opérationnel agile. Xavier Galezowski, merci. Vous êtes leader product et transformation produit chez OnePoint. Vous êtes spécialisé dans la transformation produit et également les sujets produits, également les sujets IA, pardon. Vous accompagnez des entreprises dans leur transformation et tracez leur stratégie IA. Martin Rigauvin, à votre droite, vous êtes leader agilité et transformation produit au sein de OnePoint également, co-lead de la tribu product et en charge de l'agilité chez OnePoint. Et enfin, Mohamed Fall, leader également chez OnePoint, expert en agilité et en agilité à l'échelle, notamment avec une expertise sur le DevOps et les sujets d'industrialisation en software et release management. Donc, maintenant qu'on a fait les introductions, on va démarrer avec d'abord pour dresser et poser le sujet. Donc, pour ça, Martin, je m'adresse à toi. Est-ce que tu pourrais nous dresser le constat aujourd'hui de la situation de l'agile et quel est le rapport avec l'outillage? Déjà, le titre de la table ronde, il est un petit peu provocateur, mais ça mérite quand même qu'on s'y attarde 2 minutes. Moi, à l'époque du Manifeste Agile, j'étais développeur. Et à cette époque-là, quand j'avais du travail à faire, on me posait un dossier de 100 pages papier sur mon bureau, on me disait tu fais le chapitre 2 et le chapitre 8, et on me donnait une tape sur l'épaule et c'était tout. Et je vous garantis qu'à cette époque-là, quand on a vu individu et interaction plutôt que processus et outils, ça nous avait bien parlé. Entre-temps, on a eu plusieurs vagues de transformation agile, on a eu le Covid, on a eu des nouveaux outils, dont l'IA, et évidemment, on n'est plus du tout sur les mêmes défis. Ça fait 10 ans, en gros, que dans les grandes entreprises corporate, on a des vraies vagues de transformation agile à l'échelle. Et en réalité, on a un bilan qui est un peu contrasté. À la fois, on va avoir de l'agilité locale, c'est-à-dire sur des équipes, des programmes, voire des départements, qui a donné des résultats qui sont assez tangibles et pour le coup presque mesurables. Mais on voit bien qu'on n'est pas encore sur de la transformation DSI ou qu'on n'est pas sur la transformation d'agilité d'entreprise. Et finalement, on est un peu dans une situation où on est entre deux. À la fois, on a des gains qu'on ne sait pas forcément bien mesurer et on a face à nous des défis systémiques qui sont compliqués précisément parce qu'ils sont systémiques. Sur le terrain, on a quand même une tendance autour de l'outillage qui montre que le développement d'outils pour diverses parties du travail agile, ça devient quelque chose de primordial pour justement pouvoir piloter correctement les équipes, pour pouvoir vraiment avoir des résultats tangibles sur une transformation. Le choix des KPI, ce qu'on va utiliser pour piloter l'activité, pour piloter des projets, le choix des outils qu'on va utiliser pour faire du reporting, et de façon plus générale des digital workplace, ça devient quelque chose de déterminant. Et la question de cette table ronde est quand même intéressante. C'est-à-dire qu'autant il y a 20 ans, c'était un sujet qui était hors du scope, qui était même en opposition avec l'agilité.
Aujourd'hui, pour passer justement ce momentum de l'agilité d'équipe vers l'agilité d'entreprise, vraisemblable que l'outillage va avoir un rôle très très important à jouer. Ok, merci pour ce cadre-là. Olivier, si on s'intéresse notamment au premier manifeste, premier principe du manifeste agile, les individus, les interactions au-dessus des process et des outils, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que l'outil prend trop de place, pas assez? Comment on se situe par rapport à ce manifeste-là? Et est-ce que l'outil, au final, prend une place centrale ou est-ce qu'il vient complémenter les méthodes agiles et notre façon de travailler? Alors, merci Mohamed. Je vais prendre le rôle du sage, je crois que je suis le plus ancien de la troupe. Alors, pour définir l'objet, l'outil, je veux dire, l'outil, c'est un objet fabriqué par l'homme pour accomplir une tâche. Et donc, le manifeste agile, les individus, leurs interactions par rapport aux outils, on voit que depuis la nuit des temps, enfin depuis l'Homo habilis, l'homme a créé des outils. Alors au départ, c'était pour combler ses faiblesses humaines, et maintenant on voit bien que c'est pour aller plus loin dans l'intelligence. Donc les outils, aujourd'hui, dans l'agilité à l'échelle, alors je vais revenir aussi sur un point important, c'est que quand on parle d'outils à l'époque Homo habilis, ce n'est pas les outils qui ont fait que l'homme a pu survivre parmi le contexte et l'évolution naturelle, c'est la collaboration. La collaboration a permis aux chasseurs d'aller chasser les mammouths, ce n'est pas les lances et les filets. Donc aujourd'hui, les outils, ils vont permettre de favoriser cette collaboration en donnant cet aspect augmenté de l'intelligence. Donc ça va être des outils qui vont permettre plus de transparence, de collaboration, d'harmonisation, d'automatisation, mais avec au centre l'humain et la collaboration. Ok, merci. Sarah, votre retour, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce premier principe? Voilà, bon, c'est mieux maintenant. Alors j'abonde dans le sens de Martin, tout à l'heure tu disais c'était une autre période, et effectivement, donc le moment où le manifeste agile était écrit, c'était une autre période complètement. Alors je pense que ce principe-là aura de moins en moins de sens dans les prochaines années, ou peut-être même les prochains mois. On voit depuis quelque temps les outils de collaboration et on voit de plus en plus les outils d'IA qui émergent. On voit l'avènement des collègues virtuels, par exemple, on en parlera un peu plus tard. Donc ce principe-là, à mon sens, aura moins de sens parce que la frontière entre l'humain et les outils deviendra de plus en plus faible. Ok, merci. Alexis, pour compléter, par rapport à la vision d'Atlassian aujourd'hui sur le sujet. Alors, moi, je représente Atlassian, un éditeur de logiciels. Donc, je pense que vous connaissez à peu près mon point de vue. Ouais, c'est facile. Ok, on passe Merci. à la suite. Non, très concrètement, tout le monde parle du manifeste, tout le monde parle de quelque chose qui a plus de 20 ans. C'est amusant d'ailleurs, parce que j'ai bien aimé l'introduction tout au début, on parlait de prospective, et on voyait un faisceau lumineux, et plus on était loin, et plus c'était compliqué, il fallait élargir un peu. On est en train de revenir sur quelque chose qui a 20 ans à peu près, le manifeste. Je ne suis probablement pas le meilleur calé pour ça, mais grosso modo, on se réfère à ça. Je pense que depuis, les choses ont très largement évolué, changé. Et si je regarde au travers du prisme de ce que je vois moi chez Atlassian, la plupart des organisations ont quand même adopté de plus en plus d'agile, alors sous des formes différentes. On ne va pas débattre sur qu'est-ce que l'agile plus précisément, mais en tout cas, on voit bien une forme d'itérative incrémentale un peu partout. Et je pense qu'autant on arrivait à le gérer avec 3 post-it sur un écran, sur un mur plutôt, autant aujourd'hui, je pense que dans la plupart des organisations, on parle de centaines, voire de milliers d'équipes agiles pour des grosses organisations. Ne pas avoir d'outils pour en tirer un certain nombre d'enseignements, d'indicateurs. Vous rajoutez à ça le fait qu'on est très souvent en télétravail maintenant, pas forcément à plein temps. L'absence d'outils ne permettrait pas la collaboration et ne permettrait pas le partage. Donc la réponse, pour faire simple, c'est que je pense qu'aujourd'hui, l'outil agit comme un catalyseur ou du moins amplifie pour moi l'agilisation dans les entreprises. Ok. Donc comment, selon vous, les outils permettent d'atteindre ces objectifs et d'atteindre cette transformation justement? En fait, il y a plusieurs éléments qui me paraissent importants. Je ne crois pas, ou du moins je ne vois plus l'agile tel qu'il existait avant, où chaque équipe était totalement autonome avec ses pratiques, sa façon de voir les choses, ainsi de suite. On est aujourd'hui dans un mode peut-être un peu plus industriel, où on doit fédérer plusieurs équipes qui concourent à atteindre un même objectif, un même but. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on définisse un minimum de cadre. Alors je ne vais pas
être un pro ou un anti-safe, ou ce fameux Spotify qui n'existe pas, ou Spotify qui n'existe pas non plus. Mais c'est-à-dire qu'on a mis en place un certain nombre de cadres qui ont vocation à simplifier cette collaboration et ces échanges. Et ça transparaît au travers de l'outil. C'est-à-dire le fait d'avoir défini un certain nombre de process qui sont plus ou moins communs à ces gens-là favorise l'adoption et l'intégration de ces équipes dans un modèle cible agile. Ça, je pense que c'est un élément qui est important. Le deuxième, c'est ce que je disais tout à l'heure, on parlera d'AI tout à l'heure, mais ce que je disais précédemment, c'est la notion de collaboration, elle est essentielle dans l'agile. Mais je pense que les outils permettent de garder trace de cette connaissance, trace de ces échanges, de favoriser la collaboration entre les différentes parties prenantes, de voir que certaines équipes dépendent les unes des autres, définir un certain nombre de choses. Enfin, tous ces aspects-là, gérer les dépendances entre équipes, évidemment qu'on peut le faire probablement avec quelques post-it, mais c'est quand même beaucoup plus efficace lorsqu'on arrive à outiller et industrialiser cette démarche-là. Mohamed, un mot dessus? Oui, alors très, très rapidement, alors moi j'ai fait du coaching, j'ai fait du delivery, beaucoup de delivery, beaucoup de coaching. Lorsque j'interviens sur des démarrages de missions, de projets ou en analyse de qu'est-ce qui ne marche pas, effectivement, on va regarder les interactions entre les individus, les échanges, la fluidité des échanges, mais assez rapidement, je vais rentrer sur les outils, les process qui sont en place pour voir effectivement, et en plus on le disait, on est dans des équipes de plus en plus distribuées, parfois multi-fuseaux horaires. Les interactions, c'est bien, mais quand on est en Inde et l'autre à Chicago, c'est plus compliqué. Donc il faut des outillages en place, il faut des processus en place, et c'est tout ça en fait qui va permettre de fluidifier, ça a déjà été dit, les interactions entre les différents individus. Donc le seul point d'attention que j'aurais, c'est qu'effectivement, il faut mettre en place des outils et des process qui permettent de fluidifier, mais faire attention de ne pas contraindre les processus à cause de l'outillage. C'est là où il faut trouver la juste limite et pas se retrouver du coup dans le travers où on met en place un outil et derrière on essaye de mettre le process qui colle à l'outil. Okay. Donc, à ton avis sur cette vision-là, est-ce que les indicateurs, quel rôle jouent les indicateurs dans ce suivi-là? Et est-ce qu'aujourd'hui on peut faire en sorte que ces indicateurs contribuent d'une meilleure manière à cette transformation? Oui, alors il y a beaucoup de choses à dire sur les indicateurs, effectivement. On met en place souvent, surtout en tant que coach, on va avoir notre équipe, notre train si on est en safe, notre squad si on est en Spotify ou peu importe. On va avoir nos équipes, on va mettre en place nos indicateurs pour notre équipe. Mais effectivement, comment est-ce qu'on arrive, ça a été dit, dans des dispositifs où on a besoin d'aligner plusieurs équipes, de faire collaborer plusieurs équipes ensemble? Comment est-ce qu'on arrive à piloter tout ça? Comment est-ce qu'on arrive à savoir si la transformation prend? Moi, j'avais eu le cas d'un directeur de département. On avait lancé 4 trains safe dans son département, donc à peu près 320 personnes sur son train. Et il me dit, au bout de quelques mois, Mohamed, je suis incapable de savoir est-ce que ça fonctionne? Est-ce que l'expérimentation safe qu'on est en train de mener apporte de la valeur? Est-ce que mes équipes fonctionnent bien? Donc, effectivement, on a standardisé du coup les indicateurs qu'on pilotait à travers les différents trains, en laissant une marge de manœuvre, parce que ça a été dit dans la première table ronde, quelle est la valeur business qu'apporte le train? Et ça, c'est pas possible de standardiser. Donc ça, c'était propre à chacun des trains. Mais on avait un ensemble d'indicateurs, et du coup, qu'on pouvait piloter de manière un peu plus haute. Et ce qu'on regardait, parce que la valeur de l'indicateur en lui-même, il est intéressant, mais il n'a pas trop de sens parce que les équipes, les trains ne partent pas du même niveau. Ce qui est intéressant, c'est la tendance que prennent ces indicateurs-là. Est-ce qu'on est dans une dynamique d'amélioration? Est-ce qu'on est dans un ralentissement? Ou au contraire, on est en train de dégrader notre performance? Je te renvoie la question, Martin. Est-ce qu'aujourd'hui, les indicateurs qu'on a sont propices à ce genre de transformation? Et sinon, comment on peut les adapter pour accélérer la transformation des DSI? Je pense qu'il y a un sujet de culture du delivery, des indicateurs de delivery et des indicateurs de performance produits à la fois dans les DSI, dans les entreprises. Je pense que c'est révélateur de la place que vont mettre les entreprises, à laquelle les entreprises corporate mettent le digital. Quand on est dans une scale-up, l'asset stratégique principal, c'est le software. Dans une corporate, c'est quand même pas si évident. Sauf que ça, c'est embêtant parce que ce qu'on va mesurer, ça va induire des comportements et des pratiques directement. Si vous décidez, dans la plupart des DSI, les tableaux de bord, ils vont avoir 2 composantes. Alors, c'est pas exhaustif, je ne vous ai pas fait un bench. Enfin, en fait, si, j'ai fait un bench, mais pas de tout le marché.
Il y a deux grandes parties. Il y a est-ce qu'on respecte le plan projet? C'est la première partie. Vous la retrouvez dans toutes les DSI. Et puis ensuite, c'est la disponibilité de l'infrastructure. Okay, des fois, plus localement, il y a des notions de productivité avec la vélocité des équipes. Sauf que si vous pilotez ça, dans le meilleur des cas, vous aurez un plan projet qui sera consommé, ce qui n'arrive jamais. Vous aurez une infrastructure qui sera disponible, ça on y arrive plutôt pas mal. Et puis vous aurez une vélocité qui va mécaniquement croître, puisqu'il n'y a rien de plus facile pour une équipe de faire progresser la vélocité. Mais en fait, ce n'est pas ce qu'on veut quand on fait du logiciel. On veut de la satisfaction utilisateur au meilleur prix, le plus rapidement possible. Okay, donc ça, c'est la définition ligne de la qualité. C'est ça qu'on veut. Et du coup, il faut qu'une DSI, ou soyons fous, une entreprise, puisse être capable d'avoir des indicateurs de vitesse, des indicateurs de stabilité, des indicateurs de rétention, d'acquisition, enfin des choses qui permettent de faire du data-driven, quoi. Aujourd'hui, on parle d'agilité. L'agilité, le product, c'est du data-driven. Il faut qu'on ait les indicateurs qui soient cohérents. Et là, il faut quand même se poser. On est à milieu de ce qui se passe dans l'industrie de ce point de vue-là. Dans l'industrie, je parle du manufacturing, bien sûr. Hein. Et pourtant, on a quand même déjà Google qui nous propose des métriques, qui sont les métriques DORA, qui sont par ailleurs benchées, hein, puisqu'on donne des ordres de grandeur sur ces métriques. Donc on a un certain nombre de métriques, justement, sur de la stabilité, sur de la vitesse. Et je pense que ça, par exemple, ça, c'est un vrai sujet qui n'est pas si souvent abordé. On sait qu'on en parle avec certains clients qui sont là aujourd'hui. Hein, Frédéric, qui est en train de regarder son téléphone. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet qu'on n'arrive pas à craquer depuis plusieurs années. Il y a celui-là et le craft. C'est les deux sujets que moi, je pensais naturellement voir éclore il y a 5 ou 10 ans, qui m'ont fait totalement mentir. On reparle de prospective, je me suis gouré là-dessus. Mais je pense que ça, ces deux sujets, c'est les vrais sujets importants. Qu'est-ce qu'on mesure qui va pouvoir induire des comportements vertueux? Et puis derrière, quand est-ce qu'on la restitue, comment on les pilote? Alexis, Sarah, Olivier, Xavier, un mot dessus? Sur ces indicateurs-là, justement, comment ils se situent aujourd'hui et comment les transformer pour accélérer les transformations de DSI? Moi, je trouve qu'on se pose toujours les mêmes questions. C'est pas propre à l'agile, en fait, la notion d'indicateur et de savoir comment on va mesurer les choses. Après, c'est vrai qu'il y a des biais. On a tendance, la façon dont on mesure va forcément induire des changements comportementaux, indéniablement. Moi, je voulais juste donner un exemple que je trouve intéressant. Alors, ça va être un peu égocentré sur Atlassian, mais je trouve que c'est un exemple intéressant parce que la boîte commence à être un peu significative en termes de taille. Et enfin, on s'est heurté à la même chose, aux mêmes difficultés, on va dire, que nos clients. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai rejoint Atlassian il y a 3 ans, on était 5000, hein, on est aujourd'hui 11 000, 3 ans plus tard, un peu plus de 11 000. Et il faut savoir que chez nous, je suis un cas particulier, hein, on est une boîte d'ingénieurs, de développeurs, c'est-à-dire que 70% des effectifs sont rattachés au CTO. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc on est très loin d'une organisation du CAC 40. Et en fait, on a commencé avec cet accroissement de la taille de la société, on a commencé à rencontrer des difficultés, on perdait notre culture de l'engineering, on perdait un certain nombre de choses, et on était peut-être un peu moins bon en termes de délivré et de qualité. Et pourtant, on avait des tas d'indicateurs. Hein. On est très data-driven chez Atlassian, on sait ce que vous faites, et pourquoi il faut améliorer telle et telle chose. Et ça a concomité avec le changement de notre CTO. Donc on a débauché l'ancien CTO de Facebook, qui est devenu notre CTO au sein de l'organisation. Il a une approche que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Plutôt que de regarder les indicateurs DORA, le cycle time, ce genre de choses. Il l'a pris différemment, il a dit les développeurs sont des gens particuliers. On ne choisit pas d'être développeur au hasard. C'est généralement une motivation profonde qu'on a. Et donc on va commencer par regarder un indicateur qui n'existe pas chez nous, qui est la satisfaction de cette population-là. Et là, on s'est pris un choc dans une boîte qui est très engineering, où quand vous postez un job, vous avez probablement 3000 personnes qui postulent pour un poste de développeur. On s'est retrouvé à avoir un taux de satisfaction de 49%. Alors, peu importe comment on l'a mesuré, c'est le relatif qui va être intéressant. Et partant de là, on s'est dit, il va falloir qu'on change les choses. Et là, on a cherché quels pouvaient être les indicateurs qui pouvaient nous aider. Et il y a pas mal d'indicateurs DORA, entre autres, qui ont concouru. Et un des points levés dans le cadre de l'étude, c'était que les développeurs disaient, mais moi, je développe un truc, mais des fois, il me faut 48, 36 heures. Alors, les chiffres vont vous choquer. Hein. 48, 36 heures, un peu plus pour que ça aille en prod. Dans une boîte du CAC 40, je vous l'accorde, ça peut perturber. Et donc, il y a un premier chiffre qui est arrivé, un développeur sur Confluence, entre le moment où il fait son pull request, au moment où son client en bénéficie, on avait uniquement 13% de ses pull requests qui se faisaient en 48 heures. Ce qui est un mauvais indicateur pour nous, mais on est du SaaS, c'est un peu différent. Et donc, on a commencé à mettre ces indicateurs et voir comment on pouvait s'améliorer. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on l'a fait en sens inverse. Pas en sens inverse. On n'est pas parti de la valeur, on est parti de la satisfaction qu'on veut avoir en interne. Et on a fait un pari qui était de dire la productivité, notre capacité à générer plus de valeur métier à coût constant, elle est liée aux développeurs.
Une fois de plus, c'est lié à notre business, on fait du SaaS. Et donc, ça a duré, c'est quelque chose qui est en cours. L'autre élément qui était important, c'est qu'on a donné un peu de pouvoir aux équipes de dev. On leur a dit n'ayez pas peur, expérimentez, faites plus de choses. Et on allait plus loin, on allait jusqu'à mettre un OKR qui est piloté par le CTO. Et associé à cet OKR, on a mis un funding, on a mis des sous. Et on a maintenant une équipe qui va gérer ça. Et le résultat qu'on a eu 12 mois plus tard, on est passé à 71% en termes de satisfaction, ce qui est en relatif extrêmement bien, en absolu, qui est discutable encore. Ok. Super intéressant comme insight. Ouais, je vais peut-être juste, parce qu'on en a parlé un petit peu plusieurs fois. Je ne sais pas si la notion de Dora, ça parle à tout le monde. Donc j'ai peut-être revenir un peu. On a révisé en fait. Oui, du coup. Donc les Dora Metrics dont on a parlé tout à l'heure, si je refais un peu d'historique, on a le DevOps Research and Assessment Group, donc Dora du coup, qui est un groupe qui s'est monté en 2014 et qui s'est dit on va essayer de savoir quelles sont les pratiques DevOps du marché, les indicateurs, les bons indicateurs, les bonnes pratiques, et plutôt que de rentrer dans un débat d'experts forcément subjectif, on va essayer de le factualiser et de l'objectiver. Donc ils ont fait une recherche sur des dizaines de milliers d'entreprises, tous secteurs d'activité confondus, et ils ont, ça a donné plus tard un livre, un excellent bouquin, Accelerate, j'ai oublié la suite du bouquin, mais Accelerate, si vous le trouvez, très très bon livre là-dessus. Et du coup, tous les ans, ils sortent ce qu'ils appellent le State of DevOps Report, du coup, qui donne l'état du DevOps et les bonnes pratiques du DevOps. Il y a plein d'enseignements à tirer de cette recherche-là, mais effectivement, ce qui est le plus retenu ou qui ressort le plus souvent, c'est les Dora Metrics. Donc, c'est qu'ils ont identifié un ensemble d'indicateurs qui finalement ont une corrélation, ou en tout cas la bonne santé de ces indicateurs-là permet de prédire la bonne capacité d'une entreprise, d'une organisation à atteindre ses objectifs business. Et donc ça, c'est pas du subjectif, c'est qu'ils ont constaté sur les entreprises qu'ils ont recherchées, qu'ils ont interviewées, que lorsque ces indicateurs étaient en bonne santé, l'entreprise était plus en capacité et plus à même à atteindre ses objectifs. Donc, trêve de suspense, c'est quoi ces 4 indicateurs? Parce qu'il y en a 4 du coup. C'est la fréquence de déploiement en production. Donc on va compter le nombre de déploiements en production. Et comme je disais tout à l'heure, c'est la tendance qui est intéressante, donc l'augmentation de ce nombre de déploiements en production. Même si, Martin, tu le disais, il donne comment dire, des éléments de comparaison en disant les top performers dans votre secteur d'activité font tant de déploiements par jour, voilà, par exemple. Donc pour chacun indicateur, j'ai fait exprès d'utiliser le par jour. Ça peut choquer. C'est plusieurs déploiements par jour pour les top performers. Le nombre de déploiements en production, le lead time d'un changement en production. Donc depuis le premier commit du développeur jusqu'à la mise en production, ils vont compter le temps. Pourquoi à partir du premier commit? Parce que tout ce qui se passe avant, c'est difficile de standardiser, c'est difficile d'homogénéiser. Mais ils se disent, une fois que le commit a été fait, normalement, c'est du standard, je devrais pouvoir déployer en quelques heures en production. Parce que je vais mettre en place des tests automatisés, je vais mettre en place mes environnements, mes déploiements automatiques, etc., pour pouvoir déployer le temps le plus court possible. Et ensuite, évidemment, j'augmente mes déploiements, je déploie de plus en plus vite. Il ne faut pas que je déploie n'importe quoi en production. Donc il y a un autre indicateur que le taux de fail, de changement en échec en prod. Donc on va compter le nombre d'incidents de production, de rollback, de MEP qui ont foiré, divisé par le nombre de déploiements. Et du coup, ça va nous donner un taux. Et le dernier, c'est le MTTR, donc le Mean Time to Recovery, donc le temps que je mets à remettre ma prod en état suite à un incident. Voilà. Et donc quand ces 4 indicateurs-là sont en bonne santé, eh ben, il y a une corrélation directe avec la performance de l'entreprise en termes de business. Du coup. Merci pour ce récap, Mohamed. C'est facile du coup. Hein. Vous savez ce que vous avez à faire. Je pense que la table ronde est pliée là. Okay. Je vais juste faire un commentaire parce que je trouve les indicateurs sont intéressants, mais en fait c'est un changement de paradigme. On a beaucoup parlé d'agilité, on n'a pas beaucoup parlé d'architecture. Pourtant faire de l'agile sur un système monolithique, c'est assez compliqué, je trouve. Et les indicateurs que Dora met en avant, ils sont un peu orthogonaux à ce qu'on faisait avant. Alors pareil, je suis plus tout jeune, mais on mesurait le temps, le temps entre deux pannes, pardon,
TBF, c'est ça? Middle Time Between Failure, c'était ça qui nous intéressait. Et on construisait des architectures, je suis un ancien d'IBM, je m'en excuse, on construisait des architectures très redondées, dont le 0,01% qu'on gagnait nous coûtait extrêmement cher. Là, on est sur un modèle qui est totalement différent et on part du principe qu'on est déjà full distribué, très microservice. Et ce qui nous intéresse, c'est le temps qu'il nous faut pour restaurer un service. Alors chez Atlassian, on en est convaincu, on a 22 000 microservices, ne serait-ce que pour la plateforme Atlassian, mais ça veut dire que c'est quand même un élément qu'on n'a pas beaucoup abordé, mais qui est quand même essentiel. Si on veut faire de l'agile, et certes les chiffres sont très différents d'une organisation à une autre, 48 heures pour aller en prod, ça peut être long pour nous, c'est probablement extrêmement rapide pour une boîte du CAC 40 aujourd'hui, qui n'a pas encore fini son travail de transformation architecturale. Merci beaucoup. Pour le sujet d'après, je m'adresse à toi, Xavier. Aujourd'hui, avec notamment les sujets d'IA et d'IA générative, l'avènement de ces technologies qu'on voit déjà dans nos métiers, dans nos façons de faire, en tout cas pour l'IA générative depuis déjà assez de temps. Comment cette technologie-là et cet aspect-là va changer nos façons de livrer et fabriquer un produit digital, notamment? Alors, je pense que l'impact de l'IA, et notamment l'IA générative, c'est absolument colossal, que ça va totalement transformer notre manière de fonctionner. Aujourd'hui, on peut prendre un exemple simple, qui est celui de la productivité. Avant de peut-être d'aller là-dessus, j'aimerais bien faire un petit sondage et voir qui parmi vous a déjà mis en place des outils d'IA générative qui permettent à vos équipes de les utiliser de manière sécurisée. Ok, on en a quelques-uns, mais ça reste encore. Des vacances aussi, ça marche très bien. Ça reste encore un peu marginal. J'ai vu que vous aviez levé la main. Alors, ça donne une petite idée de là où on en est, mais malgré tout, pour ceux qui l'ont utilisé, je pense que vous voyez déjà qu'il y a des gains de productivité qui sont très importants. On a des équipes, du coup, qui, pour ceux qui l'utilisent, passent de la notion de « je fais quelque chose » à la notion de « je fais faire, je supervise ». Je ne fais pas faire à quelqu'un, mais je supervise une IA. Les gens qui étaient designers, par exemple, on en a beaucoup ou des graphistes qui faisaient une image. Et aujourd'hui, ils vont prompter un modèle d'IA pour avoir un résultat. Ils switchent de la posture de « je fais » à « je deviens directeur artistique de l'IA ». Ceux qui sont aujourd'hui du côté code, qui utilisent GitHub Copilot X, par exemple, ils passent de la posture de « j'écris du code » à « je supervise ce que la machine écrit ». Pas pour tout, aujourd'hui plutôt pour des tâches simples. Et malgré tout, on a des gros gains de productivité de ce point de vue-là. Donc on parlait tout à l'heure de ROI, Julien, coucou. Voilà, là, il y a probablement quelque chose à aller chercher pour améliorer la rentabilité de nos équipes. Et ça, évidemment, ça va être majeur. Une question qui va se poser pour vous, c'est comment se réinvestit finalement le temps qu'on a récupéré de ce point de vue-là. Est-ce que ça va être pour faire plus de projets? Est-ce que ça va être pour aller plus vite? Est-ce que c'est pour aller sur plus de complexité? Bon, ça, ce sera à chaque entreprise finalement d'en décider. La deuxième manière dont je pense que ça va beaucoup impacter, c'est sur la transparence. Aujourd'hui, les outils qui sont des outils notamment de documentation, Confluence par exemple, sont dans certaines entreprises, et en tout cas de ce que moi j'ai constaté, parfois assez peu ou mal utilisés par les équipes parce qu'ils délaissent un peu la partie documentation en se disant « Ok, nous on se concentre sur produire, créer un produit et puis on documente peu ». Ces IA génératives vont beaucoup nous aider à produire cette documentation. Elles font aussi de la documentation de code. Elles vont nous aider aussi à créer des dashboards un peu à la volée. On n'aura plus besoin d'aller coder ça, entre guillemets. On pourra simplement exprimer notre besoin en langage naturel et avoir un dashboard qui va nous renseigner. Et donc, ça permettra d'augmenter la transparence sur nos produits. Côté communication aussi, ça va beaucoup nous impacter. On a un énorme changement de paradigme. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier, les outils qu'on avait, c'était des outils qui traitaient de la donnée structurée et qui faisaient une restitution de cette donnée structurée. C'était plutôt des chiffres, on pilotait des KPI. Le changement de paradigme qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on passe de ces outils qui sont des outils d'analyse de chiffres à des outils qui font parler le savoir. Jusque-là, la masse d'informations de non structurées, c'est-à-dire de textes notamment, on ne savait pas l'exploiter. Ou alors il fallait nous aller fouiller dans des tas d'outils et c'était très consommateur de temps. Aujourd'hui, on peut, par ces outils-là, aller faire parler le savoir de l'entreprise. Et au-delà du savoir de l'entreprise, c'est aussi exploiter ce que ces modèles ont comme connaissance du monde.
Et donc ça va être énorme aussi dans notre capacité à mieux communiquer entre nous et aussi à aller synthétiser de l'info, la récupérer pour mieux l'utiliser. Et du coup, je pense qu'in fine, ça permettra autre chose, qui est de mieux gérer ce dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la complexité. Je ne sais pas pour vous, dans nos équipes, on a des fils sur Teams, sur Workchat, des mails, on est perdu sous les notifications et sous une quantité de données qu'on doit absorber, nous, pour faire notre travail, qui est énorme. Et ces outils-là, leur promesse, c'est aussi ça, c'est demain d'avoir un outil qui permet de synthétiser toutes ces informations-là et donc de dire, en fait, ça a déjà été traité par l'équipe, je te mets au courant, mais tu n'as pas besoin de relire toute la chaîne de mails. Ça, par contre, on a une attente de toi, on a une attente que tu passes à l'action sur ce sujet-là. Et donc, voilà, juste de ce point de vue-là, et je vais m'arrêter là, je crois qu'il y a un énorme impact de ces outils-là sur l'ensemble de la chaîne de production, et ce, de bout en bout. Okay, merci beaucoup, Xavier. Des réactions ? Peut-être Sarah ? Alors, 100% d'accord avec toi, Xavier, évidemment. C'est un réel changement de paradigme. Je pense qu'on va vraiment changer nos façons de faire et je n'ai pas l'impression encore dans les entreprises qu'on le réalise. Donc, l'IA, on le compare avec, évidemment, le RPA il y a quelques années. Enfin, toutes les technologies qui sont sorties, qui promettaient monts et merveilles. Aujourd'hui, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose, puis j'y reviendrai un peu plus tard. Donc oui, ça va changer complètement la façon dont on crée des produits digitaux. Ça va changer tout l'écosystème, en fait, de l'entreprise. Donc l'impact n'est pas seulement dans la création de produits, mais dans la création, dans la prise de décision, par exemple. Donc l'impact est dans les équipes, au leadership également. Donc réel changement de paradigme. Alexis, un mot sur ce changement qui va s'opérer, notamment sur la production et sur la fabrication de produits digitaux ? Moi, je trouve le sujet passionnant. Après, c'est très compliqué de se projeter. J'ai écouté une fois de plus l'introduction qui a été faite tout à l'heure sur la prospective et ce qu'on pouvait imaginer ou le champ des possibles. Je rejoins ce que tu dis. Je pense que le champ des possibles, il est limité. C'est-à-dire ce qu'on a en face de nous, je n'en vois pas les contours, je ne sais pas où ça va s'arrêter. Il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans nos métiers, ça va changer radicalement les choses. À la question qui utilise l'IA de manière régulière, nous, chez Atlassian, ça fait partie de notre mode de fonctionnement depuis déjà quelques mois. Si je vais rencontrer l'un de vous, j'ai écouté le monsieur tout à l'heure de Total, la première chose que je vais faire, c'est passer au travers de l'IA, les rapports annuels, un certain nombre d'informations, synthétiser tout ça, essayer de comprendre quelle est la stratégie, histoire d'adapter mon discours. Ça, c'est ce que font n'importe lequel des commerciaux dans l'équipe pour essayer de mieux comprendre et arriver, entre guillemets, plus intelligent face aux clients, donc on gagne du temps. Mais ça change radicalement nos modes de fonctionnement et dans le digital, ce sera encore exponentiel. Maintenant, de là à voir ce que sera le futur, je pense que ça va être... On le vit déjà, en fait. C'est plus tant le futur, on le vit déjà. Quand je dis le futur, c'est qu'on voit assez facilement ce que tout le monde fait au travers d'un chat GPT ou ce que vous faites au travers de Confluence. Il va vous résumer, il va écrire dans un anglais qui est bien meilleur que le mien. Moi, je jette les idées principales, je fais clic droit, mets-le en langue professionnelle ou de manière empathique. Ça, c'est déjà des fonctions que vous avez dans la plateforme Atlassian depuis longtemps. Je vais vous générer vos user stories. Je vais vous résumer un ticket qui vient du helpdesk sur lequel il y a 3000 personnes qui ont interagi. C'est illisible. Faites un kill droit, summarize, il vous dira grosso modo les 4 informations. Tout ça, ça existe. Mais ça, c'est de l'AI générative. Je pense qu'on arrive à peu près à la cerner. L'AI va aller au-delà de ça. Et c'est le au-delà de ça qui me paraît... parce que je m'égare peut-être sur la question suivante, mais comme je suis parti, je vais me lancer. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui avec l'AI générative, c'est que c'est de l'intelligence augmentée, au même titre qu'on parlait de réalité augmentée. C'est ça qu'on est en train de vivre. Mais je pense que c'est que le début. Quand je dis le début, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous regardez les outils qu'on vous met à disposition pour générer du texte, quel qu'il soit, interroger un AI pour avoir une information, brainstorm avec l'AI, c'est ce qu'on fait aussi. C'est que le début, à mon sens. Et c'est là où je vous dis, se projeter sur ce que sera l'AI dans 5 ans, ou ne serait-ce que dans 2 ans, ça va être compliqué. On a pas mal parlé de comment produire, comment ça va changer notre façon de livrer, fabriquer un produit. Comment aujourd'hui l'IA va impacter aussi l'organisation dans les équipes et les rôles tels qu'on les connaît aujourd'hui ? Alexis ? En fait, c'est ce que je disais, tel que je le vois à court terme, dans nos mondes, on a déjà mis à disposition, alors nous, des concurrents, on n'est évidemment pas les seuls, mais on a déjà mis à disposition tous ces outils qui sont pour schématiser une excroissance d'un chat GPT. Alors même si c'est le nôtre, peu importe, les mécanismes sont les mêmes, c'est du LLM, ça part du même principe.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, toute personne aujourd'hui qui est dans une équipe digitale, vous allez avoir des développeurs, des testeurs, des analystes, ainsi de suite. Ces outils-là vont générer énormément d'informations, et une information qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus digeste, beaucoup plus pertinente à mon sens. Donc ça fait partie des choses qu'on a déjà, donc ça va changer le rôle d'un testeur. Peut-être que demain, le testeur disparaîtra, mais à moyen terme, en tout cas à court terme, ça l'aide à générer ses cas de tests, ça l'aide à certains à générer leur user story et à générer les tests d'acceptance qui vont avec. Donc tout ça, l'IA, et c'est pour ça que je parlais d'intelligence augmentée. Je ne pense pas qu'on change fondamentalement le rôle des individus qui travaillent dans une équipe agile, pour rester sur le thème. On va augmenter leur capacité à faire. Et là, c'est un avis purement personnel. Je pense qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on libère. Si vous regardez ce qui s'est passé sur ce dernier siècle, dès qu'on vous libère du temps, vous produisez plus, beaucoup plus. Donc les coûts vont rester constants, mais on va produire plus. Ça, c'est la vision que j'en ai aujourd'hui, sans aller au-delà de l'année prochaine ou dans 2 ans. Ok, très bien. Des réactions, Martin ? En préparation de cette table ronde, Olivier m'a envoyé un lien sur LinkedIn, un lien intitulé, je vous le donne en 1000, Agile is dead. Oh, big news. Là, c'était l'IA qui tue l'agilité. Et en fait, c'était pas très intéressant. C'était un peu intéressant. Et dans les commentaires, il y avait un gars qui avait posté une vidéo TikTok. Il s'était amusé à mettre une commande vocale qu'il avait appelée Jarvis, comme dans Iron Man. Et donc, en fait, à la commande vocale, il développait et il déployait, ce qui est plus impressionnant, une application de réseau social. Okay, mais vraiment une vraie application de réseau social. Et ça, c'était quand même assez impressionnant. Alors, évidemment, c'était à l'américaine. Hey, deploy, please deploy. Ok. Donc, ça marchait, c'était génial, c'était peut-être un peu scénarisé, mais quand même, ça fait quand même réfléchir sur la façon de faire de la fabrication de produits digitaux. J'attire quand même l'attention sur quelque chose. J'ai vraiment quelques années d'expérience. C'est pas la première fois qu'on nous promet une révolution dans la façon de fabriquer du logiciel. Donc je dis pas que celle-ci c'est pas la bonne. On a eu du MDA, le modèle Driven Application à partir du modèle UML, ça marchait bien une fois. On avait le no-code, on avait même un peu le RPA et même la programmation objet. Elle proposait des gains qui étaient des gains faramineux, mais en réalité, qu'est-ce qui va permettre de vraiment passer le gap? C'est la capacité à industrialiser ça. Et dans le Toyota Production System, donc on est en plein dans l'agilité, le TPS, dans la partie de droite de la maison Toyota, dans le JDoka, il y a un concept qui est un peu abscon qui s'appelle la séparation homme-machine. La séparation homme-machine, en fait, elle explique qu'un processus outillé, pour pouvoir vraiment remplir son rôle de processus outillé, c'est-à-dire diminuer le nombre d'erreurs et obtenir des gains de productivité, il faut qu'il soit capable de bien diviser la part de travail faite par l'opérateur et par la machine. Okay. Un exemple, vous faites cuire, vous faites un plat. Si vous le faites dans une poêle, il faut remuer, il faut regarder. Donc vous avez bien un outil, mais c'est un outil qui est supervisé en permanence par un être humain. Vous prenez un plat surgelé, vous le mettez au micro-ondes, 5 minutes, ça fait ting, c'est frais. Ça, vous avez bien une ségrégation homme-machine. Bon, évidemment, l'exemple est un peu pourri parce que personne n'a envie de manger des plats cuits au micro-ondes. Mais en fait, l'image est plutôt bonne. Et globalement, dans le cas de l'IA, l'utilisation de l'IA dans une équipe, ça reviendrait à déterminer à quel moment l'opérateur, le développeur, le PO, le testeur va faire son travail d'opérateur et à quel moment il va transmettre à la machine pour obtenir quel résultat. Le tout dans le processus de développement. Et en fait, si on n'arrive pas à passer ça, on n'aura pas vraiment d'industrialisation. On restera vraisemblablement dans le bidouillage de génie. Parce qu'aujourd'hui, les développeurs, ça fait bien longtemps qu'ils font de la copie de code. Sur Git, sur Stack Overflow, ils allaient chercher déjà des gros morceaux de code. Donc aujourd'hui, l'IA générative, elle a quelque chose d'absolument magique parce qu'on a un outil qui vous débite, qui vous donne des réponses extrêmement rapidement. Et même Bard, de ce point de vue-là, est encore plus impressionnant parce que c'est immédiat. Mais en fait, tout l'enjeu, c'est d'être capable de le mettre dans une chaîne de production en ligne parce que sinon, il n'y aura pas de gain, il n'y aura pas d'adoption durable. Le risque, je pense qu'il est là. Merci beaucoup, Martin. Oui, Sarah, pardon. Alors, je vais réagir à ça, Martin. Alors, juste pour contexte, Ivanhoe Cambridge, donc on est un investisseur immobilier, comme a dit Mohamed. Donc, on était très data-driven, c'est la haute finance. Donc, l'IA, on l'utilise effectivement depuis plusieurs années. La différence maintenant, Martin, si je te réponds directement,
je l'utilise personnellement, Copilot de Microsoft, donc ChatGPT, depuis quelques temps. Je vois déjà des gros impacts. On a lancé un programme tout récemment sur une centaine d'employés pour tester finalement la technologie. Et puis c'est la première fois de ma carrière que je vois une adoption aussi rapide. Donc par exemple, ça date tout frais d'hier, un sondage sur 90% des utilisateurs disent ne pas vouloir revenir en arrière. C'est énorme. Et c'est la première fois que je vois ça sur un outil. Donc, on a testé du RPA, on a testé plein de choses. C'est vraiment la première fois que je vois ça. Le gain en productivité, c'est vraiment ça. C'est la productivité individuelle qui permet, qui est le game changer finalement, qui permet l'ouverture vers d'autres choses, l'exploration vers d'autres sujets. Donc, sur les équipes agiles, on a effectivement la gestion des backlogs avec les outils comme Atlassian, mais on a également la génération de documents d'architecture. On l'a testé personnellement et ça fonctionne. On a les stratégies de test, les stratégies de déploiement, on a la rédaction, la synthèse de documents aujourd'hui, même dans notre façon de travailler. Je veux dire, moi personnellement, quand je reçois un mail dorénavant, je ne vais pas nécessairement le lire au complet. Je vais le regarder en diagonale, je vais demander à Copilot de me le résumer. Et si ça vaut la peine, à ce moment-là, je prendrai le temps de le regarder. Quand je reçois un document, un PDF de 100 pages, une analyse quelconque, la même chose, je ne vais pas nécessairement l'ouvrir tout de suite. Je vais demander à Copilot de me l'ouvrir. Et donc ça, c'est des gains de temps énormes dans ma journée. Copilot ne fait pas que ça, il peut aussi répondre à mes mails à ma place. Donc ça, c'est énorme. Donc au lieu de tout de suite commencer à réfléchir à ma réponse, Copilot me fait un premier draft. Et donc là, j'ai une réponse toute faite qui m'a pris exactement 10 secondes à faire. Donc vous voyez, le gain de temps, cette production finalement qui devient une autre étape complète en fait de la manière dont on travaille, c'est ce qui fait la différence dans les équipes et c'est ça qui va finalement changer l'écosystème de gestion, Martin. Tu vois, c'est pas seulement cet outil-là qui va changer pour le développeur, c'est vraiment l'ensemble de l'organisation. Donc le développeur, la même chose, donc son code, oui, mais il fait pas que du code, le développeur, il fait d'autres choses aussi qui lui prennent du temps. Donc cet écosystème-là qui va venir vraiment changer la donne et on le voit vraiment, nous, chez Ivanhoe Cambridge, on a entrepris le virage de l'IA il y a quelques mois. On a développé aussi des outils en interne et ça fait déjà une énorme différence. Donc on voit que le train est en marche, le train de l'IA est en marche. Ça peut faire peur. Alors nous-mêmes, on a eu beaucoup de peur au début, de résistance presque. Mais lorsqu'on teste et lorsqu'on met vraiment les mains dedans et qu'on teste réellement, nous, pour la petite histoire, j'ai le numéro 2 de la boîte qui vient me voir, qui me dit « Ah Sarah, moi j'ai testé, je ne suis pas convaincue ». Et je lui dis, est-ce que tu as réellement testé? Est-ce que tu as fait X, Y, Z? Ah non, voilà. Et quand il a testé, réellement, c'est là où il a vu la différence. Donc même chez nos décideurs, même chez le leadership ou l'exécutif, ça change aussi leur façon de faire. Donc c'est à tous les niveaux. Et c'est là la différence avec le RPA, par exemple. C'est vraiment à tous les niveaux. Que ce soit l'adjointe administrative, le stagiaire ou le président, tous auront un bénéfice. Mais c'est pour ça qu'on parle d'intelligence augmentée. C'est-à-dire le RPA répondait à l'automatisation d'un certain nombre de processus. Là, on n'est pas du tout sur cette thématique-là. Le développeur continue à développer, le testeur continue à tester, l'analyse continue à analyser. En revanche, on augmente sa capacité à faire. C'est ça la différence fondamentale. Alors, il y en a une par contre, et on en parlera peut-être après, c'est que le développeur pourra faire probablement plus de choses. Le Scrum Master pourra prendre plus d'équipes. Donc, dans des contextes, on peut le dire, dans des contextes de réduction de coûts, ça aussi, ça vient en ligne de compte. Moi, je pense juste de ce point de vue-là que surtout, on va avoir un décalage en fait des équipes, au sens où les tâches simples vont être prises par l'IA. Aujourd'hui, je peux déjà prendre une photo d'un wireframe, une photo, je précise bien, et demander à l'IA de m'en faire du code. Ça marche déjà. Alors oui, il y a des choses à améliorer, mais quand on voit la vitesse à laquelle ces technos évoluent, dans 6 mois, dans 1 an, on y est. Et donc, il va y avoir un décalage où nos équipes, finalement, vont devoir aller sur plus de complexité. C'est ça qu'on va se mettre à gérer. Et on se parle pas mal là de comment j'utilise l'IA à titre perso, comment j'augmente ma productivité à titre perso ou comme équipe. Mais il y a aussi de l'IA qui va être mis dans les process. Alors ça va être plus compliqué à mettre en œuvre. Et je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, c'est promis. Et puis je crois qu'il faut aussi réfléchir à 2 autres manières dont ça va nous impacter. C'est comment on va mettre de l'IA dans nos produits et services. Parce que là, on se parle de process et de productivité, mais moi, je vous fais le pari que dans 10 ans, il n'y a quasiment plus aucun produit qui n'intègre pas d'IA, parce qu'ils seront dépassés par des produits qui en intègrent. Et donc, il faut se poser la question de comment je mets mes produits et services, comment je mets de l'IA dans mes produits et services. Et
la quatrième façon de le voir, c'est comment je mets mes produits et services dans l'IA. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des plugin stores aujourd'hui sur un ChatGPT. Si vous voulez réserver votre billet de train via ChatGPT et que vous activez Kayak, vous activez le plugin Kayak, vous allez pouvoir passer par leur service pour avoir une solution. La question qui se pose à vous, c'est en tant qu'entreprise, est-ce que vous avez un intérêt à vous projeter en vous disant comment je mets mes produits et services dans l'IA aujourd'hui? Voilà, donc je pense que ça va quand même. Voilà, il y a des bouleversements au-delà de la productivité pure qu'il faut prendre en compte dans votre réflexion dès maintenant. Okay, merci beaucoup. On va juste finir sur la partie rôle et organisation avec Olivier. Je pense que tu avais quelque chose à dire dessus. C'est quoi l'impact aujourd'hui? Donc je repose la question par rapport à l'organisation et les rôles qu'on veut avoir. Alors déjà, allô, oui. Déjà, je confirme que l'adoption elle est hyper rapide. Et ce qu'on constate au sein de notre communauté, on a aussi un bêta test avec 200 personnes, c'est le gap. Ça fait un effet loop. Il y a les early adopters qui vont à fond, il y a ceux qui sont réticents, et là, le gap va aller extrêmement vite. Donc en termes de l'organisation, il va falloir faire plus d'accompagnement au changement. Sinon, on va perdre beaucoup de monde. Ensuite, on assiste à une concentration des rôles. On l'a dit dans la table ronde précédente, POPM vont se concentrer. Dev et Ops, bon, c'est déjà fait. Scrum Master, Coach Agile, bon, avec cette intelligence augmentée, on assiste déjà à une concentration des rôles. Et après, il y a la question du quatrième rôle. Donc là, c'est aussi un autre point, parce qu'aujourd'hui, on dit donc c'est une extension de notre intelligence, mais le sujet aussi, c'est est-ce qu'on ne va pas utiliser cette IA pour challenger la qualité de nos livrables en faisant intervenir une personne tierce. Effectivement, par rapport à ce quatrième rôle, c'est une question qu'on peut se poser naturellement, même si elle est assez simpliste. Est-ce qu'aujourd'hui, Sarah, si on prend l'exemple de Ivanhoe Cambridge, ou globalement dans une organisation, est-ce que l'IA va être un quatrième rôle dans une équipe agile? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un quatrième rôle. Cependant, moi, j'ai testé récemment un outil qui s'appelle le Scrum Master virtuel. Donc, c'est complètement une IA qui prend la forme presque d'un Scrum Master humain. C'est-à-dire qu'on l'invite à nos réunions, il prend les notes, il note les bloquants, il écrit les tickets, il fait le lien avec Jira. Donc, vraiment comme le ferait un Scrum Master. Donc, les tester. Et c'est très, très bluffant. Évidemment, ça ne remplace pas l'humain. Par contre, dans certains contextes, des contextes où soit on n'a pas les moyens d'embaucher un Scrum Master ou peu importe, ça peut être très, très, très utile. Donc ça enlève certainement le côté humain des interactions. En revanche, le travail se fait. C'est-à-dire que si on a besoin que notre user story soit suivie et qu'on sache ce qui se passe dans nos équipes, c'est IA-là. Donc moi, ce que j'appelle le collègue virtuel. Donc je sais que ça a fait beaucoup réagir lorsque j'en avais parlé. Collègue virtuel, oui, ça marche. Et pas seulement dans l'agilité, c'est aussi au sein de l'organisation. Aujourd'hui, on a des collègues virtuels qui font des formations, qui sont formateurs. Donc oui, je pense que ça prendra de plus en plus de place. Et je pense qu'on est au début. On est à l'émergence finalement de ce genre de technologies et qui prendront certainement leur place dans les prochains mois ou les prochaines années en fonction de l'appétit. Okay, merci Sarah. Mohamed, une réaction sur j'ai vu oui, ça t'a... du coup, Olivier, on en a un peu parlé. Moi, c'était sur la conversation d'avant, mais très très rapidement, c'est qu'effectivement, ça rejoint un peu le point de Martin, c'est comment est-ce qu'on scale ça. Et tu en as parlé aussi entre les early adopters et le reste. Comment est-ce qu'on les accompagne et qu'on les amène dans des petites structures? C'est assez facile d'adopter l'IA finalement. Dans des plus grosses structures, il faut former les gens, il faut un outil sécurisé, il faut que le juridique passe par là. Enfin, il y a plein de contraintes. On en parlait un petit peu sur quels sont les use cases qu'on va aborder et comment est-ce qu'on sécurise tout ça pour le faire rentrer dans notre entreprise, dans nos outils internes, qui peut ne pas être simple et qui est encore plus complexe du fait de la multiplication et de la rapidité d'apparition d'IA sur le marché, qui fait que du coup on a du mal à est-ce que je prends Copilote, est-ce que je prends Bard, est-ce que je prends et donc en tant qu'entreprise c'est compliqué de se projeter là-dessus. Juste pour donner un chiffre, parce qu'en effet il y a une prolifération des outils d'IA. Je regardais hier avant de venir, vous savez qu'Atlassian est basé sur le principe de l'ouverture, ainsi de suite. Donc on a une marketplace qui contient à peu près 6000 applications qui viennent compléter ce qu'on fait. J'ai regardé hier par curiosité, il y a déjà plus de 50 applications d'AI
qui viennent compléter la plateforme Atlassian, donc si vous voulez générer des choses particulières. Donc ça, je pense que c'est que le début, en effet. Ouais. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, nos clients, à nous, se posent beaucoup cette question-là et nous sollicitent en nous disant mais comment je fais pour déployer un outil sécurisé? Est-ce que j'utilise Copilot? Est-ce que je fais une instance de GPT sécurisée? Et comment? Et un des gros enjeux, c'est la vélocité à laquelle ces nouveaux modèles sortent et leurs nouvelles capacités. Ce que nous, on a tendance à leur dire, c'est allez-y maintenant, parce que toute l'expérience que vous allez engranger maintenant, elle a vraiment de la valeur pour vous. Déjà qu'en Europe, alors on peut exclure Mistral, mais on n'est pas très en avance sur la création de ces modèles, on n'est pas leader sur la création de ces modèles. Encore une fois, on a quand même quelques champions qui sont en train de se créer. Ne perdons pas la course à la mise en place de ces outils dans nos entreprises. Sinon, c'est beaucoup plus qu'on risque de perdre. Okay. D'autres réactions? Oui, Olivier. Ouais, je pense qu'il faut lier les deux, c'est-à-dire que chez Eviden, on est donc leader en cybersécurité. On a mis en place Eden, qui est la plateforme d'IA, avec 200 utilisateurs avec des profils différents. Mais aucun de nos clients n'irait direct sans sécurité, sans tout ce qui est législatif aussi. Mais il ne faut pas non plus freiner l'innovation. Donc, il faut voir où on met le curseur. Juste une petite phrase là-dessus. Quand tu dis aucun de nos clients n'irait là-dessus, ayez en tête que vos équipes, elles y vont quand même en fait. Et donc tant que vous n'avez pas défini un cadre et proposé un outil, ils le font. C'est du shadow AI, mais ils le font quand même. Donc voilà, je nuance un tout petit peu ça. D'ailleurs, je reviens sur un sujet qui a été abordé dans la première table ronde par rapport au lien IT-métier, qui est aujourd'hui quelque chose de primordial, qui est au centre de tous ces tables rondes et ces échanges. Comment cette relation-là, IT-métier, va évoluer selon toi, Olivier, demain? Et est-ce que l'IA va permettre justement de changer ce rapport, de l'accélérer peut-être? La grande force de l'IA, c'est le langage naturel. Donc déjà, un métier, il va pouvoir, en parlant naturellement, générer des user stories avec ses cas de test en jerking et tout ça. Et donc, du coup, le rôle du PO qui faisait l'intermédiaire de script, de translator, comme on a dit sur la première table, il disparaît. Lui, le PO, il va se concentrer sur de la discovery, de l'innovation, donc l'exploration produit. Et on peut inclure aussi le rôle de coach agile, par exemple, alors, dans cette organisation. Pour moi, oui. Alors, le rôle de coach agile, du coup, le Scrum Master est augmenté ou devant un assistant. Ce que je pense, c'est que le rôle du coach agile, soit il va aller vers du coaching professionnel, donc pour accompagner les individus dans cette transition, soit il reste au niveau de l'équipe, du coup il est manager agile de l'équipe. C'est comme ça que je vois les choses. Moi, je me suis refrotté un peu par hasard au coaching de terrain il n'y a pas très longtemps. Ça faisait bien longtemps que je n'en avais pas fait. Sur une équipe qui faisait du Kanban. Il y a un truc qui m'a marqué quand même, des utilisateurs de Jira. En regardant les tableaux de bord, je me suis dit oulala. Et ça m'a vraiment sauté aux yeux, parce qu'elle n'est pas dans l'équipe. Vraiment très, très, très rapidement. Et je me suis dit, la réflexion que j'ai eue par rapport à l'outillage de manière générale à l'IA, c'est qu'aujourd'hui, franchement, ça pourrait être automatisé. Parce que bon, je ne suis plus un très très bon technicien de l'agilité, mais n'empêche que j'ai gardé les réflexes. Et je pense qu'il y a un certain nombre de choses en termes d'analyse de maturité, d'analyse des pratiques, taille de user story, la forme que peut avoir un burn-down chart, qui se met à tomber d'un coup à la fin comme ça. Enfin, un certain nombre de choses qui ne sont quand même pas de l'analyse de haute volée. Franchement, si sur la dimension d'une DSI, ça devrait allumer des relevés, des red flags un peu partout. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, l'outillage augmenté, c'est vraiment un vecteur de transformation. C'est que ça facilite énormément le travail des diagnostics du coach pour aller savoir si on va travailler là, ici il y a besoin d'une formation, et puis ici il y a besoin d'aide. Après, ça ne présuppose pas vraiment de l'évolution des rôles. On voit bien. Moi, si vous voulez, mon espoir sur l'IA, c'est que pendant longtemps, j'ai pensé que le craft, ça allait être la solution à tout. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai mes marottes. Mais finalement, le marché n'est pas structuré comme ça. Vous n'avez pas de DevCraft. Okay, faire du TDD, faire du DDD, faire fonctionner correctement une plateforme d'intégration continue, faire une belle automatisation, avoir une relation fluide, et d'un bon niveau social et d'un bon niveau de communication avec le PO, les équipes product, tout ça, on aimerait tous le faire. Sauf qu'en fait, l'être humain, il ne fonctionne pas comme ça. Et l'IA, c'est aussi la possibilité d'aller faire tous ces petits derniers kilomètres de précision qui vont permettre d'avoir un processus de delivery qui va être maîtrisé de bout en bout. Parce que si on arrive à faire ça, là, on pourra avoir un niveau de qualité de delivery qui sera à la hauteur de ce qui peut se faire de mieux à l'état de l'art.
Effectivement, ça, pour moi, c'est un élément intéressant pour... là, on a un vrai sujet d'augmentation par l'IA. Okay. Alexis, un mot sur ce rapport IT-métier et pareil aussi sur le rôle de coach agile dans cette nouvelle organisation qui sera augmentée par l'IA. En fait, je ne sais pas quel problème on cherche à résoudre. On a souvent vu dans les... Enfin, après, moi, je ne suis pas exhaustif, mais j'ai une vision parcellaire, mais on a souvent vu la difficulté qu'on rencontrait dans les organisations quand on parlait de transformation, c'était le pivot entre les études, enfin, je parle comme on fait en France, hein, entre les études et les métiers. Et en fait, il y avait un problème de langage, il y avait un problème de... Enfin, on ne se comprenait pas, en fait. Donc, il y en a qui ont une tonalité très business, d'autres qui ont une tonalité plutôt technique. Alors, certes, on parle de PO, PM, est-ce qu'on les fusionne pas, les sépare, ainsi de suite. Mais concrètement, j'allais dire dans la vraie vie, je ne dis pas que l'édition qu'on a eue jusqu'à présent n'était pas dans la vraie vie, mais quand on regarde plus concrètement avec les clients avec lesquels on a interagi, on a l'impression qu'il y a toujours cette difficulté-là d'arriver à faire comprendre des populations qui ont des ADN un peu différentes ou des façons de s'exprimer différentes. Je pense que l'IA, à ce point de vue-là, générative, peut probablement aider. Ce qu'on disait tout à l'heure, la capacité qu'il a à reformuler un certain nombre d'idées, à commencer à ébaucher quelque chose. Et là, clairement, je pense que ce pivot qui est la communication entre les métiers et l'IT devrait s'améliorer au travers de l'usage de ces solutions-là. Enfin, c'est un point de vue personnel en tout cas. Si maintenant on peut se risquer un peu de prospective et qu'on veut se projeter un peu plus que ce qu'on vient de voir, pas ce qui se fait aujourd'hui, pas ce qui va se faire dans les 6 mois prochains, mais on va viser soyons fous de 10 ans. Comment vous imaginez C'est pour ça, combien d'agents virtuels? Comment ça va impacter nos métiers, notamment l'IA, les outils, parce qu'aujourd'hui ça devient inséparable, on va dire, comme notion. Quelle est votre vision là-dessus? Comment ça va? Je vais commencer avec toi, Xavier. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont on s'est parlé, c'est des IA qui sont bonnes en fait dans un statut qui est question-réponse. Je pose une question, j'ai une réponse. Ces IA aujourd'hui, elles n'ont pas de forme d'autonomie. C'est ce qui les limite beaucoup en fait. On commence à avoir de plus en plus ce qu'on appelle des architectures multi-agents. En fait, on va prendre une IA, on va lui faire jouer un rôle. On va lui dire, toi, tu es le rôle du dev, toi, tu es le rôle du coach, toi, tu es le rôle du PO. Et elles vont travailler ensemble pour faire une solution qui est bien meilleure que ce que fait une IA toute seule. Mais ça, malgré tout, ça reste des IA à qui, qu'on a entre guillemets organisé nous-mêmes pour répondre à un besoin. Ce faisant, elles restent limitées parce qu'elles n'ont pas d'autonomie. Dans 10 ans, je ne sais pas si vous suivez un peu ce qui se fait en termes de développement. Yann Lequin, qui est notamment le responsable de l'IA chez Meta, est en train d'essayer de mettre en place de nouveaux types d'IA qu'on appelle orientés objectifs. Et là, l'objectif, c'est de développer des IA qui nativement sont faites pour être capables de dérouler entre guillemets un plan d'action pour répondre à un objectif, de s'organiser pour y répondre et donc de faire face à l'imprévu. C'est ça qui leur donnera une forme d'autonomie et c'est ça qui fera que potentiellement, dans 10 ans, tu l'as dit tout à l'heure, on peut pas prévoir le futur, mais on peut l'imaginer. Si ça se développe, ça changera radicalement la face du product management et de l'agilité tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce qu'on pourra déléguer énormément de choses à ces IA. Et c'est là où je pense que nous, en tant qu'humains, on va se repositionner, encore une fois, sur des sujets beaucoup plus complexes, où malgré le niveau d'autonomie qui sera possible par ces IA, elles ne seront pas capables d'y aller par elles-mêmes. Okay. Merci beaucoup. D'autres réactions, Alexis? Déjà, ça fait peur. Mais bon, c'est le monde de mes enfants, pas du mien. Non, mais toutes les entrées mises à part, je pense que c'est... Moi, j'ai beaucoup de mal à me projeter. J'ai l'impression que le champ des possibles est infini. Après, il y a un certain nombre de garde-fous, je pense qu'ils sont importants de rappeler. Vous savez, il y a une phrase que j'aimais bien citer, c'était une ancienne ministre italienne qui était à Davos et qui expliquait comment les choses s'organisaient. Et elle disait, quand il y a une nouvelle innovation, les Américains ont fait un business, outre-Atlantique, on va dire, les Chinois le copient, les Européens le réglementent. Et en fait, l'IA ne fait pas exception à cette règle-là. On est en train d'essayer de réglementer et de voir quelles sont les frontières qu'on va pouvoir appliquer. Parce qu'en effet, je pense que pour certains de nos politiques, ça peut commencer à faire peur, parce qu'on a pris du retard aussi dans ce domaine. Donc ça, c'est ce premier axe qui risque de freiner toute l'ébullition qu'on a autour de l'IA. Ça, je ne sais pas ce que sera le futur en tout cas. Le deuxième, c'est que je suis intimement persuadé que l'IA va produire des tas de choses de manière quasi autonome, ou du moins elle va fortement nous assister. Quel sera le ratio entre l'humain et l'agent, je ne sais pas. Et l'histoire a montré qu'aujourd'hui, on ne donnait pas forcément plus de temps aux gens. Donc c'est-à-dire qu'on va produire plus. Et dans le monde dans lequel on vit ou dans le monde dans lequel nos enfants vivront demain, est-ce que produire plus, ça a réellement du sens? On est en train il y a des vrais sujets d'écologie où on essaie de se transformer. Et toutes les discussions que nous avons, qui sont certes très intéressantes,
elles tendent à donner un levier complémentaire, à produire encore plus, à coût constant, voire plus à moindre coût. Donc je ne sais pas, j'ose espérer en tout cas qu'à un moment donné, il y aura un certain nombre de choses qui font qu'on arrivera à une asymptote. Parce que là, on est en train de regarder quand même très très loin, très très haut. Hein. Je suis d'accord avec toi. Moi, peut-être la réflexion par rapport à ça, c'est et si ces IA nous servaient à produire mieux, de manière plus efficace, plus raisonnée, justement, et qu'on ne les mettait pas au service de davantage de production et d'exploitation, mais de faire mieux. Je suis d'accord, mieux, pas nécessairement plus, mais mieux. Alors, moi, j'ai vu des IA assez autonomes ces derniers mois qui sont capables de, quand même, j'allais dire reproduire, mais c'est plus que de la production, c'est capable de se projeter. Je vais vous donner un exemple très concret. Donc, nous, on est dans l'investissement. Alors, récemment, j'ai fait un exemple sur, voilà, mets-toi en tant qu'investisseur, avec un document à l'appui, évidemment, donc des données que j'ai fournies à cette IA. Donc, en tant qu'investisseur, tu souhaites investir dans n'importe quoi, l'immobilier en Inde. En fournissant des données, cette IA était capable de faire une vraie stratégie d'investissement, donc construire un portefeuille. Donc, on est déjà presque dans cette IA presque autonome. Et dans 10 ans, moi, ce que j'espère, c'est aussi... comme tu as dit, pas nécessairement plus, mais plutôt mieux. En revanche, ce que je vois, c'est qu'on sera capable de faire beaucoup de choses avec cette IA, mais on va de moins en moins comprendre ce qu'on fait. Donc, par exemple, quand je disais à cette IA, donne-moi la stratégie d'investissement, qui s'est basée sur des millions de points d'entrée, quel humain va comprendre cette décision ? Personne ne peut analyser autant de points d'entrée. Donc, les humains derrière vont peut-être faire plus de choses, mais ils vont moins la comprendre. Donc, il y aura forcément une certaine perte de contrôle. Donc, je crois que c'est important que vous, en Europe, vous puissiez légiférer et regarder, parce que je peux vous dire qu'en Amérique du Nord, c'est plutôt on y va et on se posera les questions plus tard. C'est super intéressant. Olivier, un mot sur ce changement dans 10 ans, sur nos façons de faire, sur les rôles, l'organisation telle qu'on la connaît ? Alors, dans 10 ans, j'espère qu'on aura appris de nos erreurs, déjà. J'espère. On a vu que quand l'énergie fossile était à portée de main, on a multiplié notre masse musculaire, nos rendements par je ne sais combien, et puis l'impact que l'on mesure aujourd'hui, on imagine l'impact que ça peut avoir si on utilise l'intelligence artificielle en démesure, parce que ce qui pose problème toujours, c'est la démesure. Moi, j'espère qu'on va pouvoir utiliser l'agilité et l'IA pour maximiser la valeur vers l'humanité, vers l'humain, et minimiser l'impact environnemental. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'informatique, je ne sais pas si vous savez, la fresque du numérique, la rareté des minerais, enfin, vous voyez tous les impacts. Il faut, je pense, donc, avoir cette vision à long terme et espérer qu'on apprenne de nos erreurs. Et pour revenir sur l'agilité, l'IA est un outil. L'agilité, c'est quand même à la base une approche pour un collectif pouvoir prospérer dans un monde changeant. Et donc, l'agilité va pouvoir aider à développer des outils, toujours avec ce ratio valeur-impact. Et les outils vont pouvoir aussi aider l'agilité. Donc et là, je reboucle sur notre petit collectif communauté de pratique Agile et GenAI. On a ces deux axes, Agile for AI et GenAI for Agile. Donc développer les outils avec agilité, avec plus de valeur, moins d'impact négatif, et développer des outils avec l'itératif incrémental. Okay. Merci Olivier. D'autres réactions? Okay. Donc, merci beaucoup, c'était très riche. On va finir avec un tour de table, justement par rapport à notre question on va dire originale, qui était assez provocatrice mais assez directe. Est-ce que, par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce que vous pensez que l'agilité va être sauvée par les outils, justement? C'est assez... Oui, je commence par toi, Mohamed. Oui, j'ai pas réagi de ça parce que moi je suis assez pragmatique comme garçon, donc du coup je vais pas me projeter à 10 ans, mais à 1 an, peut-être même 6 mois, je sais pas. Mais je rejoins un peu tout ce qui a été dit. C'est le produire mieux plutôt que le produire plus. C'est que pour moi, on va enfin, avec l'outillage, avec l'IA générative, etc., pouvoir remplir plus facilement les promesses qu'on a portées avec l'agilité.
tu parlais de TDD, de BDD, etc. En vrai, on peut tenter de le faire, mais j'ai jamais réussi à le mener jusqu'au bout, soyons honnêtes. En tout cas pour moi, j'ai eu de tentatives, mais jamais vraiment rien de très très concluant. Et pourtant, ça me plaît beaucoup, mais faute de temps, faute de capacité, faute de volonté, on a du mal à le mettre en place. On a du mal à analyser, comme tu disais, toute cette masse de données qu'on a maintenant, parce qu'en plus on met des indicateurs partout, on met des logs partout, on monitore tout. Comment je réussis à agréger toutes ces données, en retirer des informations rapidement, surtout ça, rapidement pour pouvoir prendre des décisions et analyser ce qui se passe. Et j'espère justement, moi j'ai bon espoir que ça nous aide à faire mieux, ce qu'on devrait déjà faire aujourd'hui. Voilà. Déjà, si on arrive à faire ça dans 6 mois, 1 an, je serais très très heureux. Merci beaucoup. Sarah. Alors, sauver peut-être pas, je crois que le mot est très fort. Par contre, je pense que ces outils-là et l'IA générative va nous amener l'agilité augmentée. Et c'est ça qui va nous ouvrir les portes finalement. Okay, merci. On va se répéter au fur et à mesure qu'on avance. Non, moi je reste sur l'intelligence augmentée. Il y a juste, c'est une blague, mais si vous prenez un développeur stupide et vous lui faites utiliser l'AI, le résultat sera relativement stupide aussi, mais augmenté. Donc ça veut dire que grosso modo, il y a quand même encore un peu de choses à faire évoluer, mais c'est sûr qu'on va aller beaucoup plus vite. Moi, je pense que c'est une façon de faire accélérer l'agilité. Il y a un point que je voulais mettre en avant, et c'est un sentiment personnel en tout cas. Je pense que l'écart et le gap va se creuser entre les organisations qui sont déjà dans cette dynamique plus agile, on va dire, où la transparence et les méthodes de travail sont déjà plus ouvertes, versus celles qui restent très cloisonnées et très fermées, pour des raisons parfois obscures. Il va y avoir un gap qui va s'opérer entre les deux, de plus en plus fort. Parce que vous mettez l'AI générative, si je donnais l'exemple de Confluence et de ce qu'on fait, mais j'imagine que ça marche avec d'autres trucs, mais en fait, il faut que la donnée soit accessible. L'outil d'AI va respecter les règles de juridiction. C'est-à-dire, si moi, je n'ai pas accès aux documents confidentiels, il ne le lira pas plus que moi, ou du moins, il ne me le restituera pas. Et donc, chez nous, pourquoi l'AI fonctionne extrêmement bien, c'est que j'ai un Confluence avec, 3 milliards de pages, qui devient difficile à gérer parce qu'on ne gère pas forcément le cycle de vie des pages. Lui, il va nous aider là-dessus. Il va nous sortir une information. Et donc, ça veut dire que si les entreprises sont assez très cloisonnées, ça va être compliqué quand même d'utiliser l'AI générative. Et donc, en conséquence de quoi, le gap va se creuser entre celles qui ont démarré ou qui ont déjà leur transformation opérée et celles qui ne le sont pas du tout. Ce qui, à mon avis, on devrait voir disparaître un certain nombre d'organisations, clairement, avec ce type de solution, en tout cas. Okay, merci beaucoup. Martin ? Moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, donc je ne fais pas de prédiction à 10 ans. Surtout après avoir vu le beau cône d'incertitude de Martin. Moi, j'ai un truc à vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les DSI pilotent pas le delivery pour faire quelque chose de très pragmatique. Que Accelerate et Dora, ça mérite qu'on s'y penche, et que vous devriez tous piloter vos applications stratégiques comme si c'était des assets stratégiques de l'entreprise, et pas comme des centres de coûts. Et le deuxième point, je ne sais pas du tout ce que va devenir l'IA. Moi, je ne suis pas très bon en prospective, comme je l'ai montré avec ma prédiction sur le craft. L'IA, c'est comme un ballon de rugby, on ne sait pas dans quel sens ça va rebondir. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut jouer. L'agilité, c'est effectivement... Chez OnePoint, on voit comment a été pris le sujet de l'IA. En fait. Je pense que OnePoint, on peut le dire, on est une organisation agile sans pratique agile. Quelque chose que je ne pensais pas possible avant de venir chez OnePoint. Mais en gros, il y a une telle sécurisation psychologique qu'à peu près n'importe qui peut faire un test sur n'importe quoi. Et le sujet de l'IA, on ne s'en a jamais vraiment inquiété parce qu'on savait que la solution, elle viendrait de chez nous, en priorité. On a une confiance absolue en ça. Je pense que l'agilité, c'est une bonne façon de jouer ce ballon de rugby qui est l'IA générative. C'est-à-dire que si aujourd'hui, dans votre entreprise, vous n'avez pas 10, 20, 30, 100 POC sur le sujet, dans tous les domaines, sur des domaines métiers, sur des domaines de productivité, là, vous êtes dans une zone de risque parce que effectivement, à 10 ans, ce qui est sûr, c'est qu'entre ceux qui ont essayé et ceux qui n'ont pas essayé, il y aurait une énorme différence. On a des clients qui sont pétrifiés sur ce sujet-là. Il faut se dépétrifier, il faut y aller. Et pas avoir peur de se planter. Il faut faire du fail-fast, quoi. Merci beaucoup. Xavier ? Je partage 100% ce que tu viens de dire, évidemment. Peut-être juste pour revenir sur la partie, est-ce que l'IA va sauver l'agilité ? Bon, d'abord, je ne sais pas si l'agilité a besoin d'être sauvée. Est-ce qu'elle est à ce point-là en perte de... je ne suis pas certain. Par contre, un truc qui est marrant, c'est que nous, on voit chez nos clients que ce sujet de l'IA générative bouleverse leur fonctionnement. C'est-à-dire que c'est un sujet qu'ils n'ont pas forcément vu venir. Tout d'un coup, ils se retrouvent avec une technologie où il y a une demande qui vient à la fois d'en bas des utilisateurs et du COMEX qui dit « Attends, ce truc-là, il va nous impacter, il faut qu'on sache l'utiliser ».
Et donc, ils se retrouvent de facto en mode produit en se disant « Ouh là là, donc on va lancer un POC, on va voir si ça marche ou pas », avec peu de moyens parce que ce n'était pas budgété. Et donc, en fait, ça entraîne beaucoup d'entreprises dans une démarche qui s'approche d'une démarche agile, peut-être sans le savoir. Et donc, peut-être que ce sera un moyen de sauver l'agilité. Effectivement. Et ça engendre une sorte de synergie. Et je me permets de compléter parce qu'on en a discuté notamment tout à l'heure. C'est-à-dire grâce à l'agile, on va adopter mieux l'IA et ensuite, ça va renourrir notre fonctionnement. Olivier, un mot sur... Oui, je confirme tout ce qui a été dit. Et peut-être pour conclure, l'IA au service de l'individu et les interactions, et l'agile sera sauvé. Okay. Merci beaucoup. Donc, on arrive au terme de cette table ronde. On a quelques enseignements, donc, comme sur le premier atelier, enfin la première table ronde, pardon, n'hésitez pas à scanner, donner votre avis. On partagera tout ça également sur les réseaux sociaux ensuite et par mail. Après votre inscription, on vous enverra les différents résultats. Donc n'hésitez pas à interagir. On va prendre quelques questions aussi, côté auditoire. Ouais, Sébastien. Ouais, j'ai assisté à une scène assez amusante ce matin chez le client chez qui j'étais. On a l'équipe légale qui est venue nous présenter en fait l'impact de l'AI Act, qui est donc est sorti il y a 4 jours. Et c'était un peu la douche froide. la réglementation, effectivement, c'était un peu la joke, hein, Alexis. La réglementation, on arrive en Europe, elle est applicable très très rapidement. Est-ce que vous pouvez peut-être nous toucher un petit mot de ses conséquences? Parce que je dois avouer que la question que vous avez posée, est-ce qu'effectivement il y a quelques applications qui vont être touchées? Quand on s'est tous posé la question autour du CODIR tout à l'heure en se disant finalement ça touche quoi? On s'est dit ça touche quelques applis, mais là dans quelques mois c'est beaucoup et puis dans un an c'est encore pire, quoi. Et cette réglementation a un vrai impact sur effectivement la capacité à contrôler l'usage individuel, définir les politiques en fait sur les applications qui sont fournies à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la regarder et en toucher un mot, tout le monde. Non, nous c'est un sujet de préoccupation, mais je n'ai pas la compétence pour en parler. Par contre, c'est vrai que c'est un sujet qu'on met sur la table. Nos legals ne savent pas trop non plus par quel bout le prendre, pour être franc. Donc ça veut dire qu'on remonte un certain nombre d'informations. Ils sont en train évidemment de regarder. Il y a beaucoup de sujets autour de ça et c'est le frein principal au déploiement dans pas mal de grosses organisations, puisqu'aujourd'hui on fait peur à toutes les boîtes européennes, françaises en particulier, mais européennes d'une manière générale. Donc je ne sais pas exactement ce que ça va donner, mais ça va induire aussi bien aux gens de Microsoft ou d'Atlassian ou les autres fournisseurs un certain nombre de difficultés pour continuer à déployer ces technologies en Europe, clairement. À partir du moment où elles ne sont pas déployées, elles sont difficilement utilisables. Si je regardais, on travaille sur une grosse assurance italienne. Eux, ils ont carrément tout coupé. Tout accès à un outil d'AI a été coupé par l'IT pour éviter tout problème legal dans le futur. Mais ce qui est dramatique, ce qui est dramatique, parce que si on regarde ce qui se passe outre-Atlantique, c'est l'inverse. On ouvre les vannes un peu partout, essayer, tester, regarder, expérimenter. Tirez-en quelques enseignements, on verra comment on industrialise. Donc on se retrouve un peu comme ça l'a été avec le cloud il y a quelques années. On risque de se retrouver complètement débordé. Mais après, ça va au-delà de la discussion qu'on a aujourd'hui, très clairement. Xavier, un mot dessus? Ouais, juste là-dessus, un petit mot. L'approche de l'IA Act, c'est une approche par les risques. Il y a ceux qui sont totalement interdits. Par exemple, la notation sociale, aujourd'hui, c'est interdit, alors qu'en Chine, ça se fait. Le fait d'avoir, par exemple, un scan automatique des visages en public, c'est interdit également. On a des obligations de transparence dès lors, par exemple, qu'on va faire de la recommandation médicale. Parce que ça a un impact aussi énorme sur les populations. Moi, je pense qu'on a besoin d'aller vers une IA de confiance. On a besoin d'avoir une réglementation. On a un risque, effectivement, de freiner un petit peu cette innovation. Malgré tout, je pense que c'est aussi une opportunité, justement, d'aller mettre en place des IA de confiance. Et on voit bien pourquoi Microsoft aussi, aujourd'hui, tire si bien son épingle du jeu sur ce sujet-là. Parce qu'il propose une IA dans un cadre qui est sécurisé, où l'entreprise se dit « je peux mettre ma donnée d'entreprise sans risquer de me la faire pomper pour que ce soit utilisé pour réorganiser un modèle ». Et donc, ils ont tourné finalement cette, entre guillemets, contrainte en un avantage, en se disant moi, je vais proposer quelque chose qui est sécurisé. Donc, je pense que c'est positif, in fine, si on sait bien l'utiliser. Et je pense que la vision de se dire que si on bloque tous les accès, personne n'y accédera. Alors, la majorité des gens n'y accéderont pas, effectivement. Mais il ne faut pas oublier qu'on a un autre monde à côté de ça, qui est le monde de l'open source. Et aujourd'hui, beaucoup de ces modèles, vous allez les trouver sur le site Hugging Face,
vous pouvez les prendre, les télécharger sur votre ordinateur ou sur une baie de stockage qui est chez vous si vous avez ces moyens-là, et vous pouvez les faire tourner. Il y a des modèles qui peuvent tourner sur votre téléphone aujourd'hui. Donc imaginez qu'on est capable d'arrêter ça totalement en se disant, voilà, on met une réglementation, c'est fini. Moi, j'y crois pas non plus. Donc il va falloir trouver cet équilibre entre on crée une réglementation, mais qu'on sait pouvoir être détourné par des gens qui vont utiliser des systèmes open source. Et en même temps, c'est peut-être une opportunité business pour certains. Ok, merci beaucoup. On a une deuxième question. Merci pour ces échanges sur un sujet qui est ultra vertigineux. J'ai une question qui est sans doute très naïve, mais alors c'est une vraie interrogation. Si l'IA permet de l'intelligence augmentée, quand on prend deux entreprises concurrentes sur un même domaine d'activité, il y en a une qui sera plus forte que l'autre parce qu'elle sera sans doute plus intelligente. Si on utilise les mêmes outils d'IA, comment est-ce qu'on va différencier finalement la performance de ces entreprises? Elles auront les mêmes outils, donc les mêmes résultats. Alors déjà, comme tous les outils, il y a comment j'utilise l'outil. Tout à l'heure, Sarah, tu le disais, ton numéro 2 de ta boîte a dit moi j'ai utilisé, j'avais une réponse qui était moyenne. Nous, on le constate tous les jours avec nos clients. Pour avoir une bonne question, pour avoir une bonne réponse, il faut avoir une bonne question. Si on ne sait pas bien utiliser ces outils-là, bien les prompter, on a un truc qui est très moyen et finalement, il y a un effet déceptif. Donc ça, je crois que c'est la première chose, c'est il faut être formé à ça. Et puis la deuxième chose, effectivement, au-delà de ça, c'est ces outils-là, on peut les connecter à de la donnée. C'est ce que tu disais, c'est si ce n'est pas connecté à ma donnée d'entreprise, si je donne un accès trop restreint à l'IA, finalement, elle a peu de quoi se nourrir, entre guillemets, et donc la valeur qu'elle apporte est moindre. Sa surface de connaissance est moindre. À l'inverse, si je l'ouvre trop, j'ai des risques de confidentialité et de cybersécurité. Et puis au-delà de ça, je peux entraîner des modèles ou leur adjoindre des capacités en plus. Et finalement, c'est cette intégration dans le quotidien, via la formation, la donnée que je lui donne et un entraînement possible, qui fera comme une différence. Si je peux rajouter, c'est vraiment la manière dont on va l'utiliser. C'est un peu comme deux étudiants qui sortent de la même école. Finalement, ils ont eu la même formation, tout pareil, mais finalement, c'est comment ils interagissent, comment ils apprennent. Et ces modèles-là, c'est aussi comment ils apprennent, comment on les utilise. Donc, plus on va les utiliser, plus ils vont apprendre et mieux ils vont nous répondre. Donc, c'est là la grande différence. Okay. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toutes et à tous. On va donc s'arrêter là pour cette table ronde. N'hésitez pas à continuer les échanges avec nos speakers. Oui, Alexis, tu voulais rajouter quelque chose? Ah non, ok. Ok, ça va. Merci. Merci. Donc, n'hésitez pas à échanger avec nos speakers en salle. Le buffet est réouvert. Allez voir aussi Atlassian, notre partenaire, pour en savoir plus sur leur nouvelle solution Atlassian Intelligence. Et on se donne rendez-vous à 17h15 pour la troisième table ronde.